Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de l'association franco-tunisienne d'ophtalmologie de me permettre d'être ici aujourd'hui avec vous dans ce beau pays, avec tous ses collègues, et de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui s'intitule le trouble respiratoire obstructif du sommeil de l'enfant. Merci aussi de rester alors que vous êtes probablement un petit peu faim et en hypoglycémie fatigué de cette grande matinée. Alors, le trouble respiratoire obstructif du sommeil de l'enfant, c'est le nouveau nom, si vous voulez, pour le syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil, que vous connaissez beaucoup chez l'adulte sous le nom de SAOS. Donc, j'utilise de temps en temps SAOS, de temps en temps TROS, il ne faut pas m'en vouloir, mais c'est la même chose. Alors, le TROS de l'enfant, ça correspond en fait à une obstruction partielle ou totale des voies aériennes supérieures pendant le sommeil. Cette obstruction, si elle est partielle, elle va nous donner ce qu'on appelle des hypopnées, qui vont se définir par une diminution du débit respiratoire dans le sommeil, associée à des désaturations ou des micro-réveils et vont entraîner une fragmentation du sommeil. Si l'obstruction des voies respiratoires est totale, on a un arrêt respiratoire et donc on aura des apnées, comme chez l'adulte. Les conséquences chez l'enfant vont être différentes de celles chez l'adulte. On a beaucoup moins de complications de type cardiovasculaire ou obésité, même s'il y a de plus en plus d'enfants obèses. Par contre, on va avoir essentiellement des complications neurocognitives, avec des enfants qui vont avoir des troubles du comportement, mais aussi des troubles des apprentissages. Vous savez que le sommeil paradoxal, c'est extrêmement important chez les enfants. C'est pendant cette phase de sommeil que se font les apprentissages, et c'est aussi cette phase de sommeil qui va être la plus à risque de produire des événements respiratoires de type apnée, hypopnée. Donc c'est le sommeil fragile chez l'enfant, c'est le sommeil paradoxal. Sur le plan métabolique, bien sûr, il y a un lien entre le TROS ou les apnées du sommeil de l'enfant et l'obésité, mais la plupart du temps, chez un plus petit enfant, on va avoir plutôt un retard pondéral, des enfants qui ont du mal à prendre du poids. L'âge moyen de survenue, c'est en général les classes de maternelle et de primaire. Il y a aussi un pic de fréquence à l'adolescence, et ça touche autant les garçons que les filles. La cause principale, c'est l'hypertrophie des organes lymphoïdes que vous connaissez, les amygdales, les végétations. On va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et puis, le gonflement, quand il est présent, il est plutôt continu. Donc, les pauses respiratoires que vous pouvez voir chez vos patients adultes, c'est plus difficile à repérer chez les enfants. Et pour ceux qui font déjà des enregistrements du sommeil de l'adulte, vous voyez que le seuil d'index apnée-hypopnée, ça c'est des seuils, des scores techniques, des scores polysomnographiques ou polygraphiques, sont positifs chez les adultes pour des scores supérieurs à 15. Chez un enfant, avec déjà 1,5 événements par heure, apnée ou hypopnée, on pourra déjà commencer à avoir des conséquences neurocognitives ou comportementales, voire plus. Les symptômes révélateurs se divisent un peu en deux groupes, les symptômes de la nuit et les symptômes de la journée. Les symptômes de la nuit sont parfois pas faciles à repérer parce que les parents, la plupart du temps, ne dorment pas avec leurs enfants, les portes des chambres sont fermées et on n'a pas de témoin direct du sommeil de l'enfant. Malgré tout, ce sont des enfants qui vont avoir des troubles de l'endormissement. Bizarrement, on n'a pas d'hypersomnolence chez l'enfant, à la différence de l'adulte, ce sont plutôt des enfants, on va le voir après, qui vont être plutôt hyper agités. Donc ils sont en hyper agitation au moment d'aller se coucher, donc ils refusent souvent l'endormissement. On va avoir des enfants qui ont besoin de rituels de sommeil de plus d'une heure et demie pour s'endormir. Une fois qu'ils ont réussi à s'endormir, leur sommeil est agité. Ça, les mamans ou les papas le savent bien. C'est des enfants avec lesquels on ne peut pas dormir, même à la sieste. Ils donnent des coups de pied, ils tombent du lit, ils s'enlèvent leur couverture, ils bougent dans tous les sens, en étant endormis, pas en phase d'éveil. Et puis, dans ce sommeil agité, il va quand même y avoir une fragmentation du sommeil avec des éveils nocturnes. C'est pas normal d'avoir un enfant de 3, 4, 5 ans qui se réveille 4-5 fois la nuit en disant qu'il a soif, qu'il a envie de faire pipi et qu'il va embêter ses parents. Il faut chercher s'il n'y a pas un trouble obstructif. Le ronflement, comme chez l'adulte, est présent, mais d'intensité beaucoup plus faible à modérée. Et on peut avoir aussi des enfants qui ont un TROS sans forcément gonfler. Une simple respiration forte, bouche ouverte, peut suffire. Ils ont souvent une position en hyperextension cervicale, donc la tête basculée en arrière pour dégager leur voie respiratoire. Si associé à cette respiration buccale un mauvais fonctionnement au niveau de la régulation thermique cérébrale, et du coup, c'est des enfants qui sont souvent hyper transpirants, ils transpirent beaucoup. Ça peut aller de quelques gouttelettes sur le front à changer de pyjama dans la nuit. L'énurésie est fortement associée à ce syndrome puisqu'il y a un abaissement du seuil de conscience de l'enfant et donc ils font pipi au lit. Des enfants qui donnent souvent beaucoup de coups de pied avec des mouvements de jambes. Ça, c'est la nuit. La journée, ça commence par des réveils difficiles. Quand vous avez fait un semi-marathon la nuit parce que vous avez beaucoup bougé, vous avez beaucoup transpiré, vous avez fait des arrêts respiratoires, vous vous réveillez, vous êtes fatigué. Souvent, ils n'ont pas très faim au petit déjeuner et ils peuvent avoir mal à la tête. Difficile des céphalées matinales à préciser chez le tout petit. Chez les plus grands, ils peuvent en parler. Ce sont des enfants, on verra, qui ont des caractéristiques morphologiques de respirateurs buccaux et qui peuvent présenter souvent des coups de pompe dans la journée.
Et évidemment, ces coups de pompe sont contrebalancés par des états de troubles comportementaux plutôt à type d'hyperactivité, avec des enfants qui sont impulsifs, qui ont du mal à se focaliser sur une tâche, qui peuvent être un peu agressifs, soit envers leur famille, soit envers leur père, avec une labilité émotionnelle, une hypersensibilité importante, des enfants qui peuvent passer du rire aux larmes. Donc, typiquement, à l'école, ça peut donner aussi des difficultés d'attention, des difficultés de concentration, hein, on l'a dit, les apnées, ça survient pendant le sommeil paradoxal, et des difficultés de mémorisation. Donc, typiquement, ce sont ces petits enfants maternels primaires qui sont considérés comme un peu dans la lune, avec des déficits d'attention, de concentration, et un peu trop impulsifs, mal éduqués, trop caractériels, parce qu'en fait, ils sont extrêmement fatigués et ils surcompensent leur fatigue par un état d'agitation à la fois neurocognitive et motrice. Alors, attention en consultation, parce que vous risquez, si vous faites un petit peu de l'enfant, d'avoir des familles qui arrivent avec un enfant qui est décrit comme fatigué, comme asthénique, et avec des difficultés comportementales. Le TROS, c'est fréquent, le trouble respiratoire obstructif du sommeil, 1 à 5% des enfants, en tout cas en France, je ne sais pas en Tunisie, mais faire attention à l'hygiène de sommeil. On peut être fatigué et avoir des difficultés d'attention, parce que aussi on n'a pas assez bien dormi, parce qu'on se décale trop le week-end, on fait des changements d'heure toutes les semaines, parce qu'on regarde trop les écrans, parce qu'on dort avec ses parents, on se réveille pour manger la nuit. Donc toute l'ambiance hygiène-sommeil est importante à déterminer avant d'essayer d'aller trouver un trouble organique au sommeil de cet enfant. Alors, le mécanisme dans le TROS, pardon. Ah, excusez-moi, pardon. Ah oui, merci. J'allais faire tout le topo comme ça. Merci. Donc là, c'est ce que je vous disais avant, c'est les problèmes d'hygiène de sommeil qu'il faut vraiment rechercher à l'interrogatoire avant de poser un diagnostic ou de chercher un diagnostic de trouble organique. C'est ma diapo de gauche? Ouais, mais non, mais parce qu'en fait, j'ai des animations. C'est pas grave, je vais me tourner, ce sera plus simple pour moi. Voilà. Alors, les mécanismes de ce TROS sont complexes et multifactoriels chez l'enfant. On a un conflit entre la liberté des voies aériennes et le SAS. Cette liberté des voies aériennes, elle va passer par l'anatomie. L'anatomie, on en a parlé, il y a évidemment tout ce qui peut obstruer sur le plan végétation amygdale, ça c'est le plus classique. Et on va voir ensemble que la langue, les tissus mous avec la langue jouent un rôle important, ainsi que la croissance du complexe nasomaxillaire et de la mandibule, donc la croissance faciale de l'enfant. L'ensemble de ces facteurs va impliquer et impacter le TROS de l'enfant et va être source de TROS. Si on rajoute le facteur neuromusculaire, donc toujours pareil dans ce sommeil paradoxal, ce sommeil sentinelle chez l'enfant, où on a une abolition du tonus musculaire général, donc le facteur neuromusculaire en sommeil paradoxal, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer mais qui est important. Et si vous rajoutez l'infiltration des tissus mous au niveau de la région cervicale par les graisses sous-cutanées dans l'obésité, on a tout un tas de facteurs qui peuvent concourir à une obstruction des voies aériennes pendant le sommeil. Alors, le pic de fréquence, on l'a vu, c'est entre 2 et 8 ans, mais il y en a aussi pas mal à l'adolescence qui sont sous-diagnostiqués. 1 à 5% des enfants dans les diverses études européennes ou nord-américaines. Et le problème, c'est que on n'a pas de témoin direct de ces enfants. Donc, à la différence d'une consultation sommeil adulte où vous allez avoir le mari ou la femme qui vient vous dire que son mari ou sa femme fait des pauses respiratoires, s'arrête de respirer, normal, chez l'enfant, il va falloir trouver des signes, nous, en tant que spécialistes de la santé, ou même tous ceux qui s'occupent des enfants, et vous allez voir que c'est pas si compliqué à faire que ça. Alors, le problème, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça passe en général au départ par un problème de ventilation. La ventilation, la respiration, elle doit être naso-nasale. On doit inspirer, expirer par le nez, au repos, la nuit et à l'effort. Dans le TROS, au départ, il y a un problème d'obstruction nasale qui peut être lié soit au rhinopharyngite à répétition du tout petit, soit à la rhinite allergique des plus grands et même à l'âge adulte, soit à une hypertrophie des végétations et a fortiori des amygdales qui, en position couchée, vont venir obstruer la filière respiratoire. On peut aussi avoir des enfants qui ont un défaut, si vous voulez, un peu de schéma moteur, qui ont commencé à respirer par la bouche, il y a des familles comme ça, et qui, même sans obstruction nasale franche, vont quand même avoir un défaut de ventilation nasale et respirer la bouche ouverte. Donc, quand le nez a un défaut de ventilation, qu'est-ce qu'on doit faire pour respirer, notamment la nuit? On doit ouvrir la bouche. Et cette ouverture buccale, en fait, elle va entraîner une anomalie du positionnement lingual, voilà, qui va avec des enfants qui vont se retrouver avec la langue entre les dents. Hop, ici, comme vous voyez, au repos et à la journée. Des enfants qui ont la bouche ouverte avec la langue entre la bouche et la journée, c'est déjà quelque chose à rechercher. Et cette anomalie du positionnement et du tonus lingual, elle va retentir sur la croissance du maxillaire et de la mâchoire. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que si on ouvre la bouche pour respirer, on va avoir des problèmes de croissance de mâchoire?
Ouais, c'est la langue en fait qui va avoir on va avoir un problème de déglutition. Hein. Pour qu'on puisse avoir une bonne croissance dans le sens transversal du maxillaire et de la mandibule, donc mâchoire du haut, mâchoire du bas, il faut absolument que la langue vienne déglutir au palais, vienne se coller au palais et faire un mouvement de piston sur le maxillaire supérieur pour pouvoir bien ouvrir nos voies respiratoires. Donc un enfant qui est respirateur buccal va avoir une langue qui est systématiquement en position basse, il va avoir une déglutition primaire comme un nourrisson qui tète le sein ou le biberon, et on n'aura pas ce moteur lingual qui va venir ouvrir la croissance de la face. Et du coup, on se retrouve avec des enfants, vous voyez, avec des palais ici, pardon, extrêmement étroits, avec des dents qui n'ont pas la place de pousser. Donc, ce n'est pas des anomalies dentaires, c'est des anomalies de l'arcade osseuse, et avec des mandibules extrêmement rétruses, des petits mentons en arrière, qui vont bien sûr venir fermer nos angles respiratoires dans le sommeil. Ça, c'est ce qu'on a au niveau osseux quand on a une personne qui est respiratrice nasale, pardon, donc avec une bonne adéquation entre la mandibule en bas et le couvercle maxillaire au-dessus. Quand on est respirateur buccal, pardon, là c'est les respirateurs nasaux, respirateur buccal, on va avoir un décrochage du maxillaire. Voilà. Ça, c'est qu'on respire bien par son nez, et ça, on a un trouble respiratoire obstructif du sommeil avec une concrétion maxillaire et un défaut de développement osseux. Ce qui fait que, probablement, une bonne majorité des adultes que vous voyez actuellement, que vous suivez pour syndrome d'apnée du sommeil, ont commencé par un TROS dans l'enfance qui n'a pas été pris en considération. Et c'est pour ça qu'à l'âge adulte, vous êtes obligé soit d'utiliser de la PPC parce qu'il n'y a plus aucun phénomène de croissance compensatoire, soit de faire une chirurgie bimaxillaire pour aller compenser ce déficit de croissance maxillo-mandibulaire. Ça, c'est pour vous montrer juste au niveau osseux ce que ça donne. Un petit garçon qui a clairement une concrétion maxillaire au niveau maxillaire avec une inversion des rapports supérieurs-inférieurs, notamment sur son côté gauche. Et vous voyez sur la radio, déjà, la problématique de croissance de fosse nasale hein, sur sa narine gauche. On voit que l'air a énormément de mal à passer. Donc finalement, d'une problématique au départ peut-être inflammatoire, rhinopharyngite, défaut de ventilation ou allergie, on va se retrouver avec un problème osseux fixé de problématiques de croissance et donc de problématiques d'obstruction des voies aériennes qui peut continuer jusqu'à l'âge adulte. Je fais une petite aparté parce qu'il y a une grande assemblée de pneumologues aujourd'hui sur les liens entre l'asthme et le TROS. Ce sont deux pathologies inflammatoires des voies respiratoires qui sont plutôt récurrentes à chroniques les deux, avec un overlap des mécanismes physiopathologiques. Le TROS, c'est une comorbidité importante de l'asthme. Hein. Le professeur Hamzaoui hier nous parlait de l'asthme plus. Et bien chez l'enfant, l'asthme plus, c'est l'asthme avec le TROS. Il faut y penser systématiquement, notamment chez les tout petits. Ça peut commencer à partir de 18 mois, 2 ans. Ne pas reconnaître le TROS quand on est pneumologue et qu'on soigne des enfants asthmatiques, ça équivaut à traiter les enfants asthmatiques sur seulement 50% de leur temps de vie, parce qu'ils dorment 50% de leur vie, donc c'est important. Traiter le TROS au contraire et le reconnaître, ça va permettre une amélioration de la qualité du sommeil, une amélioration des processus de cicatrisation intrinsèques à l'enfant, donc une meilleure efficacité du système immunitaire, donc ça va permettre de cicatriser plus facilement. Et traiter le TROS par ces mécanismes-là, ça va entraîner une diminution nette de la fréquence des crises d'asthme et du coup une diminution nette de la pression thérapeutique pour contrôler un asthme. Donc un asthme modéré à sévère ou difficilement traitable vous devez systématiquement poser la question du TROS et j'ai envie de dire gérer d'abord le TROS avant l'asthme sévère, sinon on n'y arrivera qu'à moitié. Il y a plusieurs entités cliniques qui vont du ronflement primaire jusqu'à le syndrome d'apnée-hypopnée avec donc, les événements respiratoires que je vous ai décrits. Cette définition elle est plutôt basée sur la technicité de la polysomnographie ou de la polygraphie, donc en pratique clinique peu utile. Par contre, on a quand même 3 phénotypes importants. Le phénotype 1, c'est les enfants sains par ailleurs, donc tous vos petits-neveux, vos petites-nièces, tous les enfants que vous pouvez croiser. Le phénotype 2, ce sont les enfants obèses qui vont avoir une prise en charge un peu à part que je n'étalerai pas aujourd'hui. Et les phénotypes 3, ce sont les enfants qui, par des syndromes génétiques, des malformations crânio-vasculaires, des maladies chromosomiques, vont avoir des anomalies de leur croissance maxillo-mandibulaire ou faciale de manière primitive. Alors, comment on va faire pour reconnaître ces enfants? Maintenant qu'on a compris un petit peu comment se développer le TROS, on va les voir en consultation. Il va falloir faire attention aux antécédents de l'enfant. Un enfant qui est prématuré, qui a fait des infections ORL à répétition, qui est a fortiori asthmatique allergique, qui a un reflux qui peut favoriser l'inflammation des voies aériennes supérieures hautes, qui a dans sa famille déjà un papa, une maman ou des frères et sœurs qui font de l'apnée du sommeil. Ces enfants-là, on doit systématiquement poser la question de savoir comment ils dorment. L'examen clinique, il est très évocateur. En fait, chez les enfants, on peut les reconnaître dans la rue. On peut les reconnaître à la sortie de la crèche ou à la sortie de l'école.
Il va être assez détaillé cet examen, mais globalement, ce sont des enfants qui sont plutôt pâles, cernés, avec des faciès allongés. Bien sûr, s'ils sont obèses, on va se poser encore plus la question. Une respiration bouche ouverte et des anomalies de croissance maxillo-mandibulaire que je vais vous détailler en photo, ce sera beaucoup plus facile. Ce qui nous aide pour évaluer ensuite en tant que médecin la capacité obstructive de l'enfant, si je peux dire, c'est le score de mal-empathie. Donc ça, c'est le positionnement de la base de langue dans la bouche. Donc évidemment, entre le score 1 et le score 4, l'enfant qui est en score 4 va avoir forcément une obstruction plus importante de ses voies respiratoires dans le sommeil. Donc ça, c'est facile, il suffit de demander aux enfants d'ouvrir la bouche. Ensuite, on a le score de Friedman qui détermine l'hypertrophie amygdalienne. Ça, c'est pareil, c'est très visuel, c'est simple, il suffit de faire ouvrir la bouche aux enfants et on se rend vite compte de l'obstruction pharyngée. Et puis, il y a le frein de langue. Ça, on l'oublie souvent, mais les éducateurs fonctionnels comme les kinés, les orthophonistes, vont travailler sur ce frein de langue. Vous voyez que ces enfants avec des freins de langue extrêmement courts ne vont pas pouvoir mobiliser leur langue vers le haut et vont de suite avoir des problématiques de croissance maxillaire. Souvent, c'est associé. Donc ça, il faut le regarder aussi, c'est facile. Et puis, on a des enfants avec des faciès assez particuliers. Vous voyez, cette jeune fille qui a vraiment cet étranglement du maxillaire. Elle n'a pas les dents en avant, elle a la mandibule en arrière. Voilà, avec une inversion des rapports dentaires. Donc ça, c'est très facile, il suffit de leur faire un joli sourire et on voit tout de suite qu'il y a ce qu'on appelle une dysmorphose maxillo-mandibulaire, c'est pas aligné comme il faudrait. Et puis au fond de la gorge, elle a des amygdales qui sont au stade 3, qui sont quand même bien confortables. À côté, on a ce genre d'enfant aussi avec des faciès très allongés, ce qu'on appelle le faciès adénoïdien, des œufs cernés, une mandibule qui plonge vers l'avant, des palais très creusés, une posture cervicale en antéposition. D'autres enfants, vous voyez, qui sont quand même particulièrement cernés, avec des hypotonies labiales, des langues interposées, des mentons en arrière, des grosses amygdales. Moi, juste de prendre des photos des enfants. Ah oui, pardon. Des photos des enfants parce qu'elle a l'autorisation des parents, mais pas pour que ce soit diffusé. Oui, c'est vrai. Merci. Moi, j'ai caché, d'accord. Merci, Madia, c'est vrai. Je n'ai pas fait attention. Voilà. Donc voilà, des enfants qui, en fait, juste en les regardant, on sent qu'ils sont fatigués et ils ont des anomalies de croissance faciale qui sont assez faciles à repérer au final. Hop, voilà. Si on veut aller plus loin, le trosse, comme disent les kinés, ça va de la pointe du nez jusqu'à la pointe des orteils. Et ces altérations de posture dans le sommeil et d'altérations aussi au niveau du tonus musculaire maxillo-mandibulaire va entraîner comme ça des déviations aussi posturales jusqu'aux orteils, notamment au niveau de la colonne vertébrale. Voilà, ça peut commencer très tôt. Ça peut commencer très tôt, les inversions maxillaires et les hypomaxillies, donc il faut savoir les diagnostiquer assez rapidement. Et cette petite fille, vous voyez, je pense qu'elle a vraiment toutes les caractéristiques d'une enfant qui a un trosse, avec des yeux particulièrement cernés, une bouche ouverte, une langue interposée, un faciès long et une altération posturale évidente. Elle a 4 ans. Donc, une fois qu'on les a repérés, parce que finalement, ils ont des critères morphologiques assez précis, la suite de la prise en charge va s'attacher en fait à rechercher le retentissement ou les complications de ce trosse dans la vie de l'enfant. Et globalement, le plus important pour moi, c'est les problématiques scolaires, les problématiques comportementales, et du coup, l'altération de la qualité de vie, mais la qualité de vie de l'enfant, mais aussi l'altération de la qualité de vie de sa famille. Et bien sûr, s'il y a un retard de croissance associé, ça c'est un élément qui est plus médical, qui va nous mettre un petit peu plus dans l'urgence. On va rechercher bien sûr les comorbidités associées, les otites à répétition, l'asthme on en a parlé, le syndrome métabolique s'il existe, et puis souvent il y a des enfants qui, s'ils sont avec une hypertrophie amygdalienne, vont avoir un syndrome de dysoralité qui va nous permettre aussi d'améliorer cette prise en charge. Alors, vous l'avez vu, les arguments sont essentiellement cliniques sur le dépistage du trosse, puisque finalement les enfants sont un peu impactés par ces défauts ventilatoires. Il va falloir à un moment donné quand même confirmer le diagnostic. Le diagnostic, dans la plupart du temps, en l'absence d'obésité importante et en l'absence de syndrome de trosse de type 3, c'est-à-dire de type syndromique, un enfant qui est de phénotype à un enfant sain, qui a un ensemble de critères cliniques suffisamment étayés par le clinicien, n'a pas besoin d'examen complémentaire. Il a besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire, qu'on va voir ensemble, mais il n'a pas besoin de polygraphie ou de polysomnographie dans l'immense majorité des cas. D'accord ? Si jamais on doit faire une polysomnographie, il faut avoir l'habitude de la faire, il faut avoir la chance d'avoir le matériel aussi pour le faire. Il y a des centres spécialisés, mais pas beaucoup, des pédiatres non plus. Mais la plupart du temps, si on doit le faire parce qu'on a un doute diagnostique ou qu'on a l'impression que l'enfant est très symptomatique, mais qu'il est très peu obstructif, c'est souvent ce qui va nous amener à l'enregistrement, ça se passe assez bien pour les enfants, ils tolèrent bien, on leur dit qu'ils sont déguisés en Spider-Man et ça se passe plutôt bien. Ne pas oublier
qu'on est sur un terrain un peu fragile. Donc toute la pneumologie, allergologie s'applique, hein, évidemment, comme vous connaissez bien, avec l'ensemble du bilan qu'on peut faire sur cet enfant. On va proposer un traitement, évidemment, qui va vraiment être une prise en charge. On parle de la médecine personnalisée, là, le TROS, c'est un exemple vraiment très concret de ça. Cette prise en charge, elle va être adaptée à la situation clinique de chaque enfant. Et il faut avoir une évaluation permanente du rapport bénéfice-risque de ce que nous mettons en place, notamment en termes de chirurgie ORL ou en termes de BPC, si vraiment on en avait besoin. Mais c'est une évaluation et un suivi extrêmement long cours, qui pour moi se base plus sur l'altération de la qualité de vie, le retard de croissance ou les symptômes d'inattention, hyperactivité et les problèmes comportementaux que sur l'index d'IAH, qui pour moi est juste un chiffre et qui ne... En pédiatrie, on ne traite pas des chiffres, on traite des enfants. Donc la polysomnographie nous aide juste à avoir, si vous voulez, un petit bémol ou une petite prise en charge supplémentaire, mais vraiment c'est la clinique qui prime sur les décisions thérapeutiques. La prise en charge, donc, elle va être pluridisciplinaire. Et c'est ça qui est magnifique dans cette spécialité, c'est qu'on va travailler entre médecins, mais aussi avec tous les paramédicaux. Et on apprend les uns des autres et on essaie de monter des réseaux de soins ambulatoires qui permettent de prendre en charge ces enfants au plus près de leur domicile. Le traitement médical, ça peut fonctionner. Déjà, apprendre à bien laver son nez. Les traitements, s'il y a une rhinite allergique, mettre un antihistaminique pour décongestionner les fosses nasales. L'association montée du casque et corticoïdes intranasaux pendant 3 mois a montré son efficacité en diminuant l'inflammation au niveau des végétations et des amygdales. Alors bien sûr, ce n'est pas un traitement aussi drastique et aussi radical que la chirurgie, mais ça peut fonctionner, ça peut permettre à l'enfant de passer certains caps de croissance et d'éviter une chirurgie. Bien sûr, tout ça, ça va s'adapter à chaque enfant. Bien sûr, une désensibilisation si l'enfant est sensibilisé sur les acariens ou les pollens, par exemple, toujours à viser de désobstruction nasale chronique. La chirurgie, on a souvent besoin des ORL, mais pas toujours. Donc c'est une discussion aussi avec le médecin ORL, avec la famille, en fonction de l'évolution de l'enfant. Bien sûr, un enfant qui a une hypertrophie des végétations à 90%, une hypertrophie amygdalienne en stade 4, les traitements médicaux seront inefficaces et la chirurgie, à ce moment-là, plutôt inéluctable, mais bénéfique. Bien sûr, la prise en charge globale de l'obésité en cas d'obésité associée. La prise en charge spécialisée en orthodontie, en orthopédie dentofaciale, parce qu'il faut commencer à récupérer ce retard de croissance que nous avons vu. Et pour que cette récupération du retard de croissance fonctionne, il faut absolument remettre en route la ventilation nasonasale, la ventilation physiologique avec une déglutition langue-palais. Ça, c'est le rôle des rééducateurs oromaxillofaciaux, les kinés, les orthophonistes et les ostéopathes. Et puis, s'il y a vraiment du temps pour cette procédure, parce que ça va être long, ça va demander beaucoup d'énergie, si vraiment l'enfant est trop fatigué, a trop d'altérations scolaires ou trop d'altérations comportementales, on peut proposer aussi une prise en charge avec une PPC nasale, mais ça reste finalement assez anecdotique chez l'enfant par rapport à ce qui peut être prescrit chez l'adulte. Les bénéfices attendus du traitement chirurgical, bien sûr ça améliore l'IAH, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que ça améliore la clinique de l'enfant. Ça dépend vraiment pour chacun des enfants de la sévérité des symptômes avant l'intervention. L'impression clinique qu'on a, c'est qu'entre le M0, c'est-à-dire le premier jour de la sortie de l'hospitalisation, jusqu'à 1 an de post-op, on a d'abord une amélioration de la qualité du sommeil, c'est quand même important. Ensuite, évidemment, l'enfant va être moins fatigué. Sur cette diminution de la fatigue, il va avoir une amélioration de son comportement. Et plus tard, quand on aura récupéré tout ça, les difficultés neurocognitives peuvent commencer à s'amender. Mais ça, c'est important de dire aux parents que tout ne va pas se régler parce qu'on va voir le chirurgien ORL. Au niveau de la prise en charge orthodontique, on va essayer d'intervenir sur la petite boucle que je vous avais présentée tout à l'heure. On va essayer d'intervenir pour limiter les défauts de développement des fosses nasales et des sinus maxillaires. Donc, on peut avoir des petits appareils comme ça qui se mettent en expansion palatine. On va expandre le palais. Chez les tout petits, ça peut se mettre. On peut avoir aussi à partir des dents de 6 ans les Quadelix, et puis d'autres types de disjoncteurs maxillaires. Ça, c'est juste pour vous donner une idée, je ne suis pas spécialiste, mais il faut que vous ayez une idée. Voilà, et donc on peut avoir sur un processus de soins envoyer des inversions dentaires qui vont finalement, au final, bien s'ouvrir et bien fonctionner. Et on profite de la croissance de l'enfant. Il ne faut pas attendre qu'il ait 12 ou 14 ans, qu'il ait sorti toutes ses dents et ses dents de sagesse. Déjà, elles ne sortiront pas parce qu'il n'y a pas de place, et en plus, on n'aura plus du tout de possibilité d'expansion par la suture membraneuse au niveau du palais, qui se fixe à peu près vers 11-12 ans. Les kinés, c'est fondamental, c'est la rééducation, les orthophonistes, mais la rééducation oromaxillofaciale, elle est fondamentale. Si on ne remet pas les enfants en ventilation nasale, bouche fermée, déglutition langue au palais, tout le traitement de l'orthodontiste va tomber à l'eau au bout d'1 ou 2 ans parce que l'enfant n'aura pas repris ses processus de croissance naturelle. Donc les kinés, vous voyez, c'est une étude de Guilleminault, 24 enfants qui avaient, après traitement orthodontique et après ablation des végétations et des amygdales, une PSJ qui était normale.
on espère que cliniquement ils allaient bien. Il y a une rééducation oro-maxillofaciale qui a été effectuée chez 11 enfants seulement, sur 24 mois, donc sur 2 ans, hein, c'est long les rééducations oro-maxillofaciales. Ces enfants-là n'ont pas chuté. Les autres, ils ont eu une rechute dans les 3-4 ans après, avec un IAH moyen quand même à 5 par heure. Donc ça montre bien l'intérêt de cette prise en charge complètement pluridisciplinaire. Et donc, ils vont travailler, les rééducateurs, sur, on l'a dit, la ventilation nasale, mais aussi le travail postural pour libérer les tensions, et la position de la langue au repos et la déglutition. Et puis, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est un autre sujet, mais si jamais ça prend beaucoup de temps et que l'enfant est très symptomatique, on peut de manière très transitoire proposer une PPC nasale de manière contrôlée avec des gens qui savent faire. On voit les enfants en général tous les 2-3 mois, au début même un peu plus rapprochés. Une fois que ça roule, après c'est tous les 6 mois, mais on les suit et avec les orthodontistes et ça se passe plutôt bien. Juste, je finis, Madia, je peux finir? Ça va au niveau du temps? Oui, ça va. J'ai juste une petite illustration. Là, c'est pareil, j'ai l'autorisation des parents pour ne pas masquer les yeux de Théo, mais voilà, c'est un petit patient qu'on avait suivi au départ. Théo, il vient, sa maman me l'amène parce que, en fait, je suis son petit frère qui fait un asthme sévère, je suis pédiatre, donc je n'ai jamais vu Théo avant ça. Et comme ça se passe bien avec la maman, elle me dit j'aimerais bien vous montrer mon grand parce que je suis quand même un petit peu inquiète. Donc là, la porte de la consultation s'ouvre et je vois Théo qui est le nez dans un livre. Et la maman qui s'avance et qui me dit voilà docteur, je voudrais d'abord vous parler seul à seul parce que je suis un peu inquiète pour Théo mais je veux pas qu'il entende. On laisse Théo dans la salle. Et la maman rentre et elle me dit voilà, je suis inquiète parce que par rapport à mon petit Lucas, lui qui a 2 ans et demi et qui a une flèche, mon Théo, je le trouve trop sage. Il n'a pas de copains. Il s'isole à l'école. Il est très anxieux. Le moindre changement, ça le perturbe. La seule chose qu'il aime faire, c'est lire. Il n'aime pas faire du sport. Il n'aime pas faire du foot ou du basket. Et puis, je suis un peu inquiète parce que depuis 6 mois, alors qu'il était propre, il y a une rechute d'énurésie. Il refait pipi la nuit. Donc évidemment, on essaie de voir s'il y a des changements familiaux, un divorce ou des choses comme ça. Non, pas de choses particulières. Et puis du coup, j'ai dit écoutez, on va faire la consultation pour Théo, puis on va essayer d'être un peu attentif. Et du coup, j'ouvre la porte, Théo lève la tête de son livre et je vois Théo. Du coup, est-ce qu'il y a des choses maintenant qui vont vous sauter? Voilà, donc il a une bonne, belle rétromandibulée, je vais vous montrer les photos de profil. C'est un enfant qui est quand même cerné, voilà, qui a des difficultés pour fermer sa bouche. On va peut-être s'orienter sur le sommeil. C'est pour vous dire qu'en fait, ce dépistage du trouble respiratoire obstructif du sommeil, il se fait en ouvrant la porte du cabinet, quel que soit le motif de consultation. Alors, c'est Théo, oui, il ronfle énormément depuis qu'il est petit. Il transpire beaucoup, il a un sommeil agité. Il se réveille la nuit, il fait même du somnambulisme, les parasomnies, les terrains nocturnes, les allées confusionnelles, tout ça c'est associé avec le TROS. Il est toujours fatigué, il dit qu'il est toujours fatigué, donc il se pose, il prend un livre, il va pas faire du foot. Mais par contre, à l'école, il a une tendance hyperactive. La maîtresse est obligée de lui donner des choses à faire parce qu'il bouge, il n'arrive pas à se concentrer sur ses devoirs. Il a fait beaucoup d'infections orales quand il était petit, mais c'est pas un enfant asthmatique. Voilà, ça c'est son palais, c'est le petit que vous avez montré tout à l'heure. Alors c'est pas les dents qui poussent mal, pardon. Hop, voilà. C'est pas les dents qui poussent mal, mais c'est le palais qui est trop petit. Et puis on voit la forte rétromandibulie. Et la maman nous dit, en fait oui, il a le même profil que son papa est pareil. Donc le caractère aussi familial des trosses et des problèmes de... Voilà. À l'examen, j'ai une inflammation nasale, des sécrétions épaisses, Théo il lave pas son nez. Il a des tympans qui sont clairs, pas d'otite séreuse et une hypertrophie qui est vraiment amygdalienne, qui est vraiment importante. Et donc, on a un facteur obstructif franc avec une anomalie du développement mandibulaire. Donc, je passe parce que ça, d'habitude, c'est un petit cas clinique interactif, mais je vais aller vite. Donc, on lui met un traitement. Là, je lui ai fait un enregistrement juste pour voir un petit peu ce que ça donnait, parce que j'ai débuté, j'avais besoin de savoir un peu ce que je faisais, sinon je n'en aurais pas fait. On l'a envoyé chez l'ORL, chez l'orthodontiste. On a fait bien sûr une ferritine qui était basse. Les enfants sont souvent carencés, enfin, pensez toujours à la ferritine. Un enfant non allergique. Et on avait prévu, évidemment, la rééducation oromaxillofaciale par la suite. Juste pour vous donner une idée de ce que ça peut donner une polysomnographie chez un enfant qui est aussi symptomatique que Théo. Il a des micro-réveils qui sont quasiment normaux, 11 par heure pour une normale inférieure à 10. Il a un index d'apnée obstructive qui est à 0,3 par heure. Il a un index, excusez-moi, je ne vais pas y arriver. Il a un index, voilà, les micro-réveils à 11, les apnées obstructives à 0,3 par heure, quelques apnées centrales mais qui sont totalement physiologiques chez lui, qui sont les apnées centrales de l'enfant, des hypopnées qui sont à 2,4 par heure, aucune désaturation au-delà de 92, typique des enfants, et nombreuses limitations de débit, notamment dans le sommeil paralysis. Donc avec un index apnée-hypopnée à 2,7 par heure, on a autant de symptômes chez un petit garçon de 8 ans. Et puis après un an de prise en charge, là c'est pareil, il faut que les mamans soient au taquet, les papas aussi, il faut conduire les enfants au rendez-vous, il faut anticiper, c'est pas facile. Il a eu toute sa prise en charge et au bout d'un an, on avait quand même une belle évolution. Théo, il a laissé tomber les livres au bout d'un an, il a invité plein de copains à son anniversaire, il s'est inscrit à l'équipe de foot. Il s'endort beaucoup plus facilement, beaucoup mieux anxieux et beaucoup mieux dans ses baskets. Il continue à le suivre, mais il va bien.
Voilà, juste pour terminer, nous avons sur la France créé une... Pardon, mais ça c'était bon. Voilà. Nous avons créé une association qui est une association qui s'appelle IDEAS, Interdisciplinarité Enfants, Adolescents, Sommeil. C'est pas une association médicale, c'est une association soignante. Ça peut être des médecins, ça peut être aussi des paramédicaux, pour essayer de regrouper les compétences sur le territoire et d'essayer de former des professionnels en réseau, en système de soins libéraux, parce qu'on considère qu'il n'y a pas besoin que ces enfants soient suivis dans des centres hospitaliers universitaires de renom, qui ont bien à faire déjà à s'occuper des enfants syndromiques ou complexes. Les enfants de type 1 peuvent logiquement, et on le fait tous les jours, ça fonctionne, être pris en charge en ambulatoire. Voilà. Il y a aussi un projet Gironde Corrèze de dépistage scolaire du trouble obstructif du sommeil qui est en train de voir le jour. Là, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Donc ça, c'est pour essayer aussi de sensibiliser le grand public. Et puis, il y a une association de parents qui vient de voir le jour aussi grâce à Madame Bisquera, qui est une maman de patient qui s'est bien impliquée. Voilà, donc on essaie d'avancer les choses et si vous voulez nous rejoindre, c'est avec plaisir. Je vous remercie.